You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 28e épisode de la 4e saison de Cold Facts. On va commencer par terminer le chapitre saison 2021-2022 de National League avec le sacre incroyable de Zug qui est remonté de 0-3 pour finalement l'emporter 4-3 au 7e match. On enchaîne avec quelque chose qui nous tient à cœur. Vous le savez, on a commencé Cold Facts à Copenhague lors du championnat du monde 2018. Et ben, on se prépare pour le championnat du monde 2022 à Helsinki. On y sera. Et surtout, on aura une équipe de Suisse qui nous semble être peut-être la meilleure de l'histoire. Et on espère voir un des résultats probants à Helsinki. Et puis on termine avec l'actu de National League et une actu qui concerne en particulier deux clubs qui ont bougé pas mal ces derniers jours. C'est Ajoie et quelques signatures intéressantes en tout cas pour le dernier de National League. Et puis Lausanne qui n'arrête pas de signer des joueurs. Greg en a compté plus de 35 dans le contingent. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ah, ça va bien. Je sais pas si je vais aussi bien que toi parce que t'avais l'air extrêmement heureux de faire cet épisode. Tu m'avais déjà dit il y a quelques jours, ça va être bien mercredi. Donc je pense que, en l'occurrence, c'est mardi, mais On l'enregistre mardi pour les coulisses, mais on le diffuse mercredi parce qu'il n'y a pas de raison. On change pas un horaire qui gagne. Donc oui, on n'y a plus vraiment une actu folle. On espère qu'il ne se passe pas grand-chose entre notre enregistrement et la diffusion, mais on a quand même bien attendu de voir la nouvelle sélection de Patrick Fischer. Normalement, le champion, c'est bon, ça ne devrait pas changer. Bref, on est pas mal. Lausanne va peut-être engager un ou deux joueurs encore, mais bon, ça, on en parle un peu plus tard. quelle sale langue, c'est pas possible. Mais on va commencer avant ça par féliciter un truc historique, c'est la remontada de Zug. J'ai parlé de remontada pour Zug, je sais pas, ça me faisait marrer. Mais ce qui est surtout assez incroyable, c'est d'avoir retourné cette série comme ça. Je dis pas que on le voyait venir, mais on pouvait se dire que si une équipe était capable de le faire, d'ailleurs je crois que certains joueurs l'ont dit, ils se sont dit ça dans le vestiaire, s'il y a une équipe qui n'est pas capable de le faire, c'est nous. Et ben, ça a été fait et c'était assez incroyable de voir cette explosion de joie à Zug. Toi tu y étais, ben, moi je pouvais pas, il y avait une actu folle au niveau de ce dimanche entre le foot, le Tour de Romandie et le hockey, et à la fois l'équipe nationale, à tout. Toi, tu étais sur place, ça devait être génial. Ouais, c'était franchement un grand moment de cette saison. Ce dernier match, assister à un match 7, c'est pas anodin, ça n'arrive pas toutes les années. Donc on a eu de la chance et cette finale était tellement belle qu'on a été vraiment chanceux jusqu'au bout. Que dire à part, oui, comme tu dis, Zug était presque la seule équipe capable de faire un truc pareil. Pour mettre dans le contexte, ça fait depuis 1942 et donc on a une époque clairement révolue, qu'aucune équipe n'avait renversé un 0-3 en finale. C'est Toronto qui l'avait fait à l'époque. Contre Détroit. De toute façon, c'est une de ces équipes-là, forcément. Première fois, je crois que la finale NHL était en 7 matchs, il me semble. Mais... Et du coup, Rickard Gunborg est le premier coach depuis 1942 à lâcher un 3-0 aussi, on peut dire ça. Ça, sur le CV, c'est chaud parce que en fait, ils avaient gagné les 2 derniers matchs contre Bienne, ils gagnent les 4 matchs contre Fribourg et ils gagnent les 3 premiers matchs. Donc, on a 9 matchs de suite. On peut dire que Rickard Gunborg sait coacher une équipe, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais après, il y a ce moment où en fait, il ne change pas. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Mais quand elle commence à perdre, je me dis, on peut peut-être éventuellement changer quelque chose. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Dan Tangnes. Lui, il a gagné 8 matchs de suite. 4-0, 4-0, premier tour, deuxième tour. En finale, il perd les 3 premiers. Et là, il change quelque chose. Exactement, il change quelque chose. Il scinde sa première ligne qui lui a pourtant fait gagner un titre la saison passée. Il met Hoffman en 2. Il y a vraiment tout pour féliciter Tangnes. Et là, quand on lui en parle après le match 6, donc le soir où il arrache le match 7, il dit ouais, si ça passe, ça va passer pour un coup de génie de ma part. Mais en gros, il disait mais c'est surtout les joueurs. On a tellement l'habitude de jouer ensemble, on a tellement instauré un système, pas rigide, mais on a un système en place qu'on travaille depuis l'été passé. Donc,
on peut inverser 2-3 joueurs, ils vont savoir comment jouer, ils vont savoir où le coéquipier va quand même se mettre. Il n'y a aucune surprise et donc ça rend cet alignement très facile. C'est d'avoir un système en place, c'est d'avoir des habitudes, des routines. Puis il nous parlait, c'était assez intéressant, de l'aspect subconscient qui va prendre les décisions et non les habitudes. Les habitudes qui ont été instaurées, les routines. Et finalement, ça devient tellement naturel que tu ne fais pas d'erreur parce que tu sais exactement ce que tu dois faire. Et ça minimise la marge d'erreur en ayant instauré ces habitudes durant toute une saison. Et ça lui a donné raison parce qu'au bout du compte, Zug gagne le titre de fort belle manière parce que franchement, ce dernier match, c'était pas le meilleur de la série, mais en même temps, on peut complètement comprendre. Quoique, le premier tiers, ça allait dans tous les sens. Ouais. En arrivant au match, tu dis bon, ça va un peu s'observer, ça va se calmer, on va surtout pas faire d'erreur et tout. Boum, il y a eu, je crois, une période sans arrêt de jeu, mais qui était interminable. À part au tout début, il y a eu le but d'Azevedo. Giannoni a essayé de nous faire croire qu'il était humain en laissant passer un puck. Moi, j'y crois toujours pas. Et c'est le seul puck qu'il a laissé passer. Pour moi, c'est un cyborg. Et là, il a vraiment fait exprès. Il a fait exprès pour nous leurrer. Mais non, on n'est pas dupe, monsieur Giannoni. Incroyable. Non, mais il est hallucinant. Là aussi, c'est un gardien qui est fantastique et qui est capable chaque saison de se sublimer en play-off. Et là, il finit la saison en laissant passer 3 pucks sur les 4 derniers matchs. Il est à 97% d'arrêt sur les 4 derniers matchs. C'est prodigieux ce qu'il a fait là. 94-7 sur l'ensemble des playoffs, je crois. Hein. On le disait qu'il arrivait à augmenter son niveau de jeu et que son pourcentage d'arrêt était jamais en dessous de 93 en playoff. Ouais. Ben voilà, ça veut dire que sur 100 shoots, tu laisses passer 7 goals. Ouais, ça devient quand même compliqué de gagner des matchs dans ces circonstances-là. On sait que les défenses sont plus fermées en playoff, qu'il y a moins d'erreurs, on prend moins de risques. Hein, on va plus facilement balancer le puck au fond. Donc, ça a vraiment une importance capitale. Et en face, Kovar, il est bon. C'est ça le pire. Mais au final, c'est qui ? C'est Giannoni qui gagne. Et là aussi, il est incroyable. Normalement, il ne parle pas pendant les playoffs. Hein. Oui. On peut pas d'interview. Donc, en général, les confrères alémaniques se jettent sur lui. En plus, comme il gagne, ça tombe bien. Parce que 7 finales, 7 victoires, donc 7 titres. Les 6 premières fois, c'était un peu la même chose. Tu te rues sur Giannoni, surtout vers la fin, quand on va dire plutôt avec les années bernoises et zougoises, peut-être plus qu'avec les années davosiennes, mais où là, il commençait vraiment à être... C'était le mythe. Je crois que les Alémaniques aiment bien mettre Giannoni Mutos, parce qu'il est au-delà, quoi. Il faudra vraiment se souvenir de cette période où on avait ce gardien-là. On se réjouit de l'avoir à Helsinki. Mais... On n'a pas encore la certitude, mais ouais. On a quand même pas mal d'indices qui sera. Enfin, d'indices, non, on se doute bien qu'il sera là. On se doute, on espère aussi d'ailleurs. Mais si on veut pouvoir dire qu'on a la meilleure équipe de l'histoire, bon, on en reparlera un peu plus tard, mais si on veut pouvoir dire qu'on a la meilleure équipe de l'histoire, il faut peut-être aussi qu'on ait le meilleur gardien de l'histoire. Exactement. On peut le dire, ça. Ouais. L'histoire, en tout cas, moderne. Moderne, ouais, puis sans rien enlever à Plante, à d'autres gardiens qui ont été par le passé, d'être capable de monter ce niveau de jeu comme ça, d'être capable de passer outre un but évitable, qui prend entre les jambes, il n'est pas aidé par Schlumpf, d'accord, mais je pense que celui-là, il se dit, non, il est clairement pour moi, j'aurais dû l'arrêter. Mais Schlumpf aussi, il sait. Mais oui. Ils ont dit, c'est un cyborg derrière, mais on va faire croire. Moi j'en reste là. Ah, c'est cette théorie du cyborg. Non, mais c'est sûr, c'est pas possible. J'aimerais revenir sur un petit détail assez rigolo. C'est la chose que Jean-Philippe Presselwenger a soutiré à Jan Kovar après à Kovarch, il faut dire apparemment, si on veut être plus. Mais vu que nous, on francise les noms, on va continuer, parce que sinon, on va pas s'en sortir pendant le mondial. Ouais, surtout, on va en oublier. Si par malheur, on joue contre la Lettonie à un moment où j'en sais rien, on va devoir tout faire les noms à la lettonne, ça va nous prendre 2 heures. Jan Kovar dit à l'interview à Jean-Philippe Presselwenger de MySports, au moment où on rentre dans la patinoire au match 4 et on va s'échauffer, il y a le LED lumineux qui fait le tour de la patinoire où il y a le Schweizer Meister. Il y a une photo qu'on va quasiment qualifier d'iconique maintenant. C'est Klingberg qui fait un selfie devant et qui se marre parce qu'ils sont là en train de s'échauffer avant le match 4. Ils sont menés 3-0. Zurich est prêt à faire la fête. Les grilles sont posées. Alors ça, je comprends. Oui. Les grilles sont posées pour éviter une invasion. On est des Suisses. On prépare les choses. Non, mais en l'occurrence, ce serait comme ça en NHL, comme ça dans n'importe quel truc. Et c'est normal que tout soit prêt. C'est normal que Zug
avant le match 7, prépare des t-shirts Meister au cas où ils sont champions. Tout ça, c'est logique. Sinon, on ne veut pas commencer à lancer la production de t-shirts. Mais ça, c'est drôle. Mais c'est surtout que Zurich... C'est là où je voulais en venir. Zurich, du coup, je pense qu'ils vont envoyer dans un pays pauvre les t-shirts qui ont été créés spécialement avec un 10 à la place de Meister ou j'en sais rien. Et finalement, c'est de la communication et c'est normal que tu te prépares. Après, c'est quand même assez rigolo que les joueurs voient ça puis se disent « Ouais, attention, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là ?» Alors, bien sûr, encore une fois, c'est les vainqueurs écrivent l'histoire, comme toujours. Bah là, les vainqueurs, ils sont clairement en train de l'écrire, l'histoire, et ça les fait forcément marrer. Mais c'est assez génial de voir ce... Alors, c'est des histoires qui reviennent après, mais tu as mentionné cette interview de Tangnes. Par chance, lors des matchs 4 et 6, j'étais sur place. Avec toi, pas forcément. Moi, j'étais plutôt du côté alémanique pour le coup, parce que j'avais Klaus Zaug et mes collègues alémaniques à côté. Mais l'interview de Tangnes, tu l'as aussi mentionné, je crois, au Pécaliste, et plusieurs fois, peut-être même dans des tweets. Il est extrêmement intéressant, Tangnes. Et t'étais pas là, non? Ça, c'était au match 4, où il se fait poser des questions, et je pense pendant bien 10 bonnes minutes, hein. Il reste, il discute presque un peu le small talk, les gars notaient rien, mais on parlait avec lui et c'était hyper intéressant parce que il t'explique les choses. En fait, il te prend pas pour un demeuré, il te prend pas pour un génie, mais il t'explique juste les choses naturellement comme il le sent. Et c'était plus facile parce qu'il a gagné, mais je suis sûr qu'il serait il agirait de la même manière s'il avait perdu, en fait. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à côtoyer Tangnes. Je le vois quand même de temps en temps. C'est pas la personne à qui je parle le plus en saison, évidemment, pour des raisons évidentes, parce que Zug, c'est quand même pas le club qui m'occupe le plus. Mais à chaque fois, j'ai une fois la chance, une ou deux fois la chance d'aller à Zug après l'entraînement, et il prend un temps fou à te parler et à ouais, comme tu dis, à t'expliquer des choses et à être didactique, mais à être intéressant en même temps. Moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour sa manière de gérer aussi l'aspect interpersonnel de son rôle. Et moi, je le trouve vraiment super. Et quand tu vois à la fin le sourire qu'il a au moment de la victoire, tu dis, bah, ça fait assez plaisir. Exactement. Et il a que 43 ans à part ça, hein. C'est un tout jeune coach finalement, mais qui a déjà une belle expérience, parce que sa première expérience de coach, ça date de 2006. Et il a 43 ans. Il a commencé très tôt sa carrière, mais... Ouais, puis en Suède, il a pas connu des grandes victoires comme ça, mais on a l'impression que Zug a très vite identifié que ce coach-là pouvait les emmener loin, et ils ont vraiment bien fait leur devoir. Après, c'est évidemment plus simple de coacher Zug, vu les qualités, que on va prendre, je sais pas moi, Langnau, évidemment. Est-ce que c'est plus simple de faire ce qu'il a fait là, ou de faire comme Heinz Seller, c'est de qualifier une équipe pour les playoffs alors qu'on voit les joueurs qu'on a à disposition? Je pourrais pas dire finalement, mais Tangnes, ce qui est sûr, c'est qu'il sait coacher une équipe qui est championne. Et ça a quand même une sacrée valeur pour... en tout cas, maintenant, il est très haut dans les rankings. Je me dis, alors la KHL, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais si tout d'un coup la KHL devait chercher quelqu'un, admettons, la NHL, je sais pas, est-ce qu'il a cette étiquette de Norvégien qui peut peut-être coller un peu à la peau comme une étiquette Mats suisse? Zuccarello. Bien sûr, mais comme d'autres nations peut-être moins influentes du hockey mondial, et où la NHL se dit à poste équivalent, on va peut-être donner un Canadien ou un Américain, et puis on va peut-être laisser sur le bas-côté un Dan Tangnes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, j'ai adoré, je ne sais pas si tu as vu l'image, quand il rentre dans le vestiaire, et puis je ne sais pas quel joueur lui donne. En fait, dans les équipes NHL, des fois, ils se donnent un casque. Alors, des fois, c'est un casque de pompier, c'est une ceinture de catch ou un truc comme ça. Et puis là, c'est un costume, un maillot de FA Zug avec des immenses testicules qui pendent. Et je n'ai pas compris s'il y avait peut-être de l'argent aussi qui avait été mis au fur et à mesure du truc. Et puis, un costume de vache. Une tête, un masque de vache. Et puis après, ils lui ont donné à lui en disant que c'est lui qui méritait tout ça. Douche à la bière et tout. C'était en rentrant dans le vestiaire après la victoire.
Et de voir ça, je me disais, il a vraiment une super... Ouais, il y a un truc avec ce coach. Il y a une Et- aura. Je suis Exactement, et Gregory Hoffman le disait aussi, parce qu'il faut accepter ces rôles-là aussi. Je prends l'exemple d'Hoffman, mais être, on va dire, mis en deuxième ligne, c'est pas dramatique. C'est bon, c'est le top 6 quand même. Mais chacun a son petit ego. Il faut gérer des trucs comme ça. Et quand ça marche pas, et quand tu perds, et d'accepter le fait de redescendre peut-être dans l'alignement, d'accepter un rôle, de se dire, mais moi, je m'en fiche, je suis venu parce que j'ai envie de gagner des titres. Et il disait que c'était un super communicateur, qui savait écouter, et que... Je suis vraiment pas surpris. Et je suis pas surpris. On parle un peu de l'autre côté en ce moment, du fiasco, entre guillemets, parce que justement, si on se rappelle, par chance, il n'y a pas eu d'épisode de Colfax pendant une semaine, parce que sinon, il y a une semaine, on aurait dit, bon, Zug est revenu à 3-1, mais bon, ouais, Zurich quand même, c'est vachement fort, ils viennent de gagner 9 matchs de suite, alors forcément, Zug allait pas perdre 4-0, mais bon, Zurich, quand même. Puis ben, Elle est bien, cette machine à remonter le temps. ouais, par chance, on s'est évité, on s'est évité cet écueil-là. On peut pas dire que Zurich a raté ses playoffs dans le sens où ils ont été, alors à la limite contre Bienne, après ils ont été très solides contre Fribourg. La pièce est tombée de leur côté plus souvent que du côté de Fribourg, mais ça on avait dit, on en a déjà suffisamment parlé. 3 prolongations, mais au bout d'un moment, le but en prolongation, il faut quand même le marquer, il faut quand même savoir faire la différence. Ils ont su faire la différence contre Fribourg au moment clé. Ils mènent 3-0 contre Zug, 9 victoires consécutives. Ouais, c'est quand même solide, mais à la fin, ils sont complètement liquéfiés. Et puis tu l'as évoqué un tout petit peu avant. Moi, je reviens à Richard Grunborg. Et pourtant, Dieu sait si c'est quelqu'un qui sait gagner des matchs décisifs. Et je crois que j'en parlais dans le live des Pécalistes. Ça, il faudrait les effacer d'Internet, peut-être. Mais non, on est là pour des théories. Dieu sait s'il sait gagner des matchs. Il a gagné avec la Suède des matchs à élimination directe plus que quasi n'importe quel autre coach, avec les M18, avec les M20, avec l'équipe nationale. Après, comme tu disais pour Tangnes avant, c'est aussi plus facile de gagner à Zug. Je pense que s'il avait été sélectionneur du Pérou, je pense pas qu'il aurait été aussi titré. On est bien d'accord. Mais quand même, il a gagné ses titres avec la Suède, il a gagné les matchs à élimination directe. Mais là, le seul changement qu'il fait entre le match 4 et le match 7, c'est sortir Kruger et mettre Rowe. Pourquoi ? Parce que Kruger était blessé. Poste pour poste, on sort Kruger, on met Rowe. Bon, très bien. À aucun moment, il s'est dit, il faut changer quelque chose. Il faut faire autre chose. Et on en revient à la fameuse définition de la folie. C'est vraiment ça. C'est qu'il espère un résultat différent en faisant tout le temps la même chose. Et résultat différent, il n'y a pas eu. Défaite et encore défaite. Je ne sais pas, un truc comme ça. Mais pourquoi tu ne mets pas Baltisberger à l'aile de la une à la place de Hollenstein, par exemple, pour épauler Malgin et Andrighetto, qui était très bon. Hein. Oui. Mais à un moment, peut-être que Hollenstein plus bas à la place de Baltisberger va amener peut-être un peu plus d'offensive sur une ligne 2 ou une ligne 3. Rowe, Hollenstein, Bodenman ou Azevedo. Azevedo, Rowe, Bodenman tourne, donc ça tu laisses peut-être, mais en 3, tu as ton Hollenstein qui est là. Bah, ça amène quelque chose. Quand même, ça amène quelque chose. Et Baltisberger, peut-être t'amène un peu plus de physique, enfin, je sais pas. Et juste changer quelque chose. Et je posais la question à Simon Graff dans le live des Pécalistes jeudi dernier, un peu naïvement pour l'écouter sur ce point, mais en même temps, je me posais vraiment la question, est-ce que tu dois pas essayer au match 6 Oui, pas au match 7, je suis d'accord. De sortir Kovar et de mettre Weber. Et là, tu peux peut-être te dire, je mets un étranger supplémentaire. Au match 6, tu es à la maison, tu dois mettre la pression, tu mets un Kenville supplémentaire. Alors, Kenville n'a pas joué depuis un sacré bout de temps. Oui. Mais tu as 8 étrangers sous contrat. C'est quand même pour justement un peu avoir des options. Tu mets ton Kenville, tu mets plus de pression, tu attaques, tu es à la maison, tu dois aller gagner le titre. Eh ben, je sais pas, tu tentes quelque chose à ce moment-là. Tout à fait. Et il l'a pas fait, à aucun moment il l'a fait. Et du coup, on se retrouve avec un gâchis assez monstrueux quand même. Parce que gâcher les playoffs de Denis Malgin, parce qu'est-ce qu'il a été fort durant toutes ces playoffs, et durant toute la saison d'ailleurs. Mais gâcher ces playoffs-là, c'est presque dommage. Il méritait le titre, Denis Malgin. Ce qui était assez incroyable, c'était le match. J'ai plus senti ça au match 4 qu'au match 6. Mais quand même, parce qu'il a marqué au match 4 et pas au match 6, chaque fois qu'il touche le puck, il y a un espèce de sentiment de lévitation de la part du public. Parce que tout le public est en train... Les Zougois, ils se disent oh, « Mon Dieu, j'espère qu'il ne va pas nous faire quelque chose et planter un goal à Giannoni. » Et les Zurichois sont tous en train de se dire « Il va marquer, il va marquer, il va marquer. » Et tu as tout le monde qui est en tension quand il a le puck. En plus, il avait le casque jaune à un moment. C'était Andrighetto, mais après, c'était lui.
Du coup, on le voyait, on savait qu'il allait faire quelque chose, à tel point qu'on attendait beaucoup trop de sa part, et qu'à un moment, il y avait presque que sa ligne qui faisait quelque chose. Et c'était lors du match, je dirais le match 4, et peut-être lors du match 5, là où Sigrist a raté quand même deux, trois trucs, et où je me disais, ah tiens, il y en a d'autres. Il n'y a pas que Malguin et Andrighetto qui font quelque chose. Parce qu'un un temps, ça passait presque que par eux, la magie, si on veut. Azevedo qui marque au match 7, je me dis, ah bah, c'est bien. Au moins, pas tout le temps les mêmes. Ce qui veut dire que si tu as du secondary scoring, alors, Azevedo, la gueule du secondary, il est dans le top 6. Donc voilà. Mais on se comprend. C'était que vraiment, le primary scoring, c'était la première ligne. Bah d'ailleurs, la ligne de Kruger, Azevedo, Boleman a fait la différence contre Fribourg en demi-finale. Moi, j'aimerais revenir sur un point parce qu'on va continuer sur cette finale, il n'y a pas de raison. Tu parles de secondary scoring, on parle de profondeur, on parle de Hollenstein qui doit être peut-être descendu en 3e pour amener un peu de profondeur. Mais moi, il y a un truc que j'ai trouvé quand même assez intéressant dans cette finale. C'est au bout du compte, c'est qui t'a fait gagner le titre quand t'es Zug. Et même ces deux équipes-là, quel était leur... comment en anglais ils disent leur pain et leur beurre. Je ne sais pas comment tu peux le traduire en français. Mais sur quoi vivaient ces deux équipes? C'est sur une première ligne ultra dominante, c'est sur les mêmes individualités. Simeon, Kovar d'un côté, Malguin, Andrighetto de l'autre. C'est ces joueurs-là qui ont fait la différence. Et finalement, Zurich arrive en finale avec une ligne 4, avec des Kien Sopa, avec Reto Shepi et Marke Schliemann. Et finalement, ça n'a pas handicapé Zurich d'avoir une ligne 4 qui est vraiment une ligne de rôle, qui est là pour jouer un chiffre de temps en temps, amener un peu d'intensité, et puis surtout peut-être pas trop encaisser à ce moment-là, mais être présente. De l'autre côté, tu as des Sven Leuenberger, Dario Allenspar, des joueurs comme ça, Denisco qui amènent de bonnes minutes, mais qui n'ont aucun rôle offensif à jouer. En tout cas, c'est pas ce qu'on leur demande. Et au bout du compte, ça péjore pas les deux équipes d'avoir cette profondeur finalement neutre. Nos deux premières lignes font la différence, les 3-4 sont assez neutres. Et en saison régulière, c'est cette profondeur-là qui peut justement te faire gagner un match quand tu enchaînes tous les soirs et que tu dois un peu calmer les temps de jeu de certains joueurs. T'as ton Sven Leuenberger, ton Barhoffner qui vient faire la différence, Zender. Mais là, dès qu'il faut sortir les big guns, on va dire, c'est les mêmes joueurs qui font la différence. Et je trouve ça assez intéressant dans la construction d'une équipe, je trouve, de voir à quel point 4, 5, 6 joueurs ultra dominants peuvent te faire une différence. Tu me diras, c'est facile de les avoir. Tout le monde ne peut pas se dire qu'ils ont Kovar, Herzog, Hoffmann, etc. dans leur alignement. Mais au bout du compte, c'est ces joueurs-là, ces joueurs que tu payes très cher finalement, qui vont te faire gagner des titres. Moi, je vois une pattern dans ce que tu dis, c'est finalement, il y a quand même beaucoup de joueurs suisses. Alors, Kovar, Jan, mais en fait, Kovar, Jakub aussi a été très très bon, mais Jan Kovar, qu'est-ce qui était fort à partir du match 4 aussi. Simeon marque 6 goals sur les 4 derniers matchs. Il doit y avoir 6 assists de Kovar, un peu de choses près. Il est tellement fort. Je crois que c'était au Pécaliste où vous disiez un peu s'il avait un meilleur patinage, il ne serait pas en Suisse. Je pense que c'est effectivement assez juste. C'est un joueur qui n'a pas grand-chose à faire en Suisse. Si tu regardes le package global, finalement, c'est un peu comme un Roman Červenka. Tu te dis que c'est des joueurs qui auraient dû faire carrière en Amérique du Nord. Červenka est allé un petit peu tenter sa chance. Kovar a fait une belle carrière en KHL, mais ce sont des joueurs qui dominent cette ligue. Et Kovar, à l'inverse de Červenka, il amène encore une dimension physique, une dimension défensive beaucoup plus importante encore. Et on disait l'année passée, l'association Kovar-Hoffmann avait été fantastique. Et finalement, cette saison, c'est l'association plutôt Kovar-Simeon qu'on va retenir parce qu'Hoffmann était un petit peu plus en retrait, si j'ose dire. Mais finalement, Kovar-Simeon et Herzog. Et c'est aussi un joueur qu'on a pas mal critiqué, que j'ai pas mal critiqué. Et ça qu'on a, c'est juste. Et ça change rien au fait que malheureusement, quand il joue pas au hockey, c'est un bourrin. Et quand il joue au hockey, c'est un vrai bon joueur qui est capable d'amener quelque chose offensivement, qui amène une dimension physique clairement, mais qui a de la peine souvent à se contrôler, disons.
Mais quand il est en contrôle, il fait la différence. D'ailleurs, je trouve que sur cette finale, on peut noter que c'était plutôt une finale entre gentlemen. Ça a frotté un peu, Oui. mais pas de vilain coup. Et est-ce qu'on aurait pu, à un moment, flanquer un taquet à Malguin parce qu'il commençait à nous énerver, à nous dribbler puis à nous passer à côté? Est-ce qu'on peut envoyer un taquet à envoyer un Marc Schliemann dire écoute, Marc, tu vois le casque jaune là, hein, le cover, tu me l'envoies bien dans la bande. Jamais il y a eu ça. Et je trouve que faut réussir à aller l'envoyer dans la Oui, bande, le Yann Cover. bien sûr. Mais j'ai l'impression que des fois, on a déjà vu que c'était possible de sortir des types. Alors, il y a eu le malheureux impact de Souris et de Pedretti, mais c'était plus de la malchance que d'une véritable volonté de Pedretti de toucher le genou de Souris. Donc, c'est le seul coup où on se rappelle de voir un joueur vraiment blessé, parce que la faute Kruger, on n'est pas tellement revenu là-dessus. Je trouvais que c'était assez sain finalement comme finale, et c'est ça aussi qui me laissera une belle image, peut-être la plus belle image des finales du championnat de Suisse grâce à ça, qu'il n'y ait pas eu de mauvais coups. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis elle se termine aussi par une belle accolade entre les deux frères Kovar. C'est une très belle image, et finalement c'est l'image qu'on peut retenir de cette finale. C'est ces deux frères qui se sont battus jusqu'au bout, et à la fin, il fallait qu'il y ait un gagnant. Finalement, c'est à l'image de cette série, il fallait qu'il y ait un gagnant. J'ai l'impression que vu la tournure, on retient beaucoup plus on est assez critique avec Zurich globalement, de ce que je lis, de ce que j'entends. On est très critique avec Zurich, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a une semaine et 2 jours, il menait 3-0 dans la série, puis il y avait écrit Schweizer Meister sur les LED du Hallenstadion, et parce que tout le monde s'attendait à fêter le titre. La question c'était quand. Et Malguin ouvre le goal et ouvre la marque dans le 4e match. Exactement. Donc à un moment, ils sont tout près du titre, et il a... Ouais, tu as raison, il faut vraiment se rappeler. Mais c'est un peu comment dire, l'aspect dérangeant de notre métier, c'est que comme on revient souvent après, on parle de ce qui s'est passé, puis là on a tendance à parler d'Hollenstein. Ce qui était bien, c'était de le dire le jeudi, justement. De dire, est-ce qu'il ne faudrait pas changer quelque chose avant le match 6, pas après le match 7, de dire ouais, mais vraiment c'est n'importe quoi. C'est là où je trouve qu'au moins de temps en temps, si avec Colfax on arrive à être un peu moins à venir après, c'est un peu la définition du journaliste, c'est il dit comment faut faire au début, puis quand ça se passe pas comme ça, il dit il fallait faire autrement. Des fois c'est un petit peu dérangeant, mais c'est l'autre de notre métier finalement, hein, comme un analyste d'ailleurs. Oui, puis au bout du compte, on est les premiers à essayer de voir comment ça pourrait se passer, mais on est aussi les premiers à dire moi j'ai imaginé que ça allait se passer comme ci, comme ça, puis je voyais Lausanne sortir Fribourg en quart de finale, Fribourg a gagné. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que ? Et aussi finalement, on l'a dit avec nos pronostics d'avant-saison, peut-être de temps en temps on est un petit peu biaisé par certaines choses, puis c'est bien pour la suite de se dire ok, l'année passée je me suis fait avoir par telle ou telle chose, comment faire pour pas me planter à nouveau ? Là où on ne s'est pas planté, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il fallait être un génie pour l'imaginer. Finale Zug-Zurich, mais je crois que n'importe qui d'un peu sensé avait ça comme finale. Ça ne veut pas dire que c'était la seule option possible. Non. Bien sûr, si tu dis avant la saison, moi je vois bien... Non, mais je ne sais même pas quelle autre équipe dire, en fait, après ce qu'on vient de vivre. Mais c'était assez logique comme finale, c'est la finale qui est arrivée. Bien, honnêtement. En revoyant le contingent, en me disant, ouais, il y avait moyen peut-être de faire quelque chose. Ils auraient en tout cas pas fait tâche en demi-finale. Ils n'auraient pas fait tâche en demi-finale, ça c'est sûr. Là où je te rejoins, c'est que quand on a vu la finale, quand on a vu l'intensité dans la finale, je me suis dit, mais quelle équipe, honnêtement, des 11 restantes, on peut même en enlever, on va dire, plutôt de celles qui sont en play-off, même des 6 restantes, des 6 autres, qui est capable de tenir cette intensité ? Je n'ai pas de réponse. Non, moi non plus. Je trouvais personne. Après, c'était aussi une finale entre 2 équipes qui ont dit « Moi, je veux imposer mon style de jeu à l'autre, tout le temps. » Et finalement, et surtout sur la fin d'ailleurs, mais c'était 2 équipes qui voulaient jouer, qui voulaient
être dominante dans le jeu. Il y a des fois des équipes, on peut prendre l'exemple de par exemple une équipe comme Fribourg, qui peut aussi être capable de faire le dos rond, de bien se regrouper derrière et peut-être de procéder par contre, et du coup gagner des matchs, ce qu'ils ont pas mal fait contre Lausanne d'ailleurs. Et si tu te retrouves avec une finale entre, admettons, Fribourg, mais ça peut être un autre exemple, mais une équipe à vocation un peu plus défensive, un peu mieux regroupée, qui sait qu'elle va pas pouvoir outplayer l'autre offensivement, ce qui n'était pas le cas entre ces deux équipes. Les deux avaient l'envie d'avoir le puck, le puck et d'imposer sa vitesse. Ça va pas être le cas de toutes les finales. Et on peut imaginer une finale qui ressemble en rien à celle-là et avoir une équipe de Zug, par exemple, face à une équipe défensivement bien en place, qui aura de la peine à installer son jeu. Zug a quand même, à un moment, trouvé aussi la solution contre la vitesse en zone neutre de Denis Malgin, qui a toujours réussi à faire ses trucs, mais avec un petit peu moins d'efficacité quand même. Et la zone neutre était beaucoup mieux verrouillée. Les défenseurs zougois et le bloc défensif zougois a quand même, à un moment, cliqué, je trouve. Et ça a aussi un petit peu tourné la série, mais Zug a quand même, on l'a vu pendant ce match 7, Zug a voulu aussi jouer, voulu amener de la vitesse, voulu sans cesse attaquer. Et c'est pour ça que cette finale était aussi belle, c'est que c'était deux équipes qui jouaient au hockey. D'ailleurs, pour l'année prochaine, la saison prochaine, en réfléchissant, on peut forcément qu'on le fera au mois de, je sais pas, ce sera août ou septembre, suivant quand le championnat recommence, mais admettons début septembre, puis qu'on va faire un peu nos pronos. Il y a de bonnes chances qu'on remette ces deux équipes-là parce que Zug a quand même un concept de dynastie presque qu'on peut envoyer. Si tu as toujours Giannoni, tu te dis, je crois qu'on a le meilleur gardien. Défensivement, on a vu que Juice et Hanson, c'était très solide. Il manquera Cadonau. Il faudra trouver un remplaçant parce que mine de rien, il y a plusieurs joueurs. Et je pensais à ça avec Zurich en me disant, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça aurait donné avec Morand ? Parce que Morand, effectivement, Johan de son prénom aurait été clairement pas inutile. Est-ce que ça aurait permis peut-être de pas mettre Kiviste et de mettre un autre joueur ? Est-ce qu'ils ne seraient peut-être pas allé chercher Kiviste mais un autre ? Tout ça fait que, il y avait de moyens il y a des joueurs qui sont finalement des joueurs plus utiles en play-off que certains artistes. Les artistes, c'est Malgin. Ils font un sacré niveau artistique pour arriver à être dominants finalement. Et les joueurs qui sont de bons buteurs, de bons joueurs, mais qui osent peut-être pas aller se faire mal ou qui ont peut-être pas la touch en finale, ils sont moins là. Et je trouve que quand tu acceptes les rôles comme on l'a déjà dit pour Zug, c'est beau de voir ça. Et je me demande, quand on voit Zurich avec Wallmark et Granlund, en tout cas les deux premières potentielles signatures, c'est Klaus Zaug qui l'a sorti, il a des bonnes sources, c'est ultra solide. Ça rigole pas, effectivement. Si tu gardes Malgin, parce qu'on sait que peut-être, éventuellement, il pourrait y avoir une offre d'Amérique du Nord, je pense qu'il serait assez intelligent pour accepter qu'un truc où il serait sur... alors, on n'a jamais d'incertitude, mais il faudrait plus un top 6. On voit comme il est fort maintenant. Ça n'a pas de sens de le mettre sur une ligne à vocation défensive. Mais là, Zurich ça sort du très très lourd. J'aimerais aussi, le nom que tu as dit avant est assez intéressant, c'est Claudio Cadonau. Il vient à Zug 2 saisons. Il gagne 2 titres. Il fait Langnau Zug, il joue 2 ans, il gagne 2 titres, il repart à Langnau. Tranquille. Et c'est un joueur qui est assez décrié aussi, ou c'est un joueur qui est assez moqué, disons. C'est un peu l'archétype du défenseur un peu bourrin, comme pour Herzog devant. Cadonau, c'est le même, mais derrière. Offensivement, il n'a pas amené grand-chose durant ses playoffs et c'est pas son rôle. Mais quand même, durant les 2 saisons où il passe à Zug, la première saison, il joue 50 matchs. La saison suivante, il joue 51 matchs. Du coup, tu fais le nombre de matchs total moins son nombre de matchs joués. Ça fait le nombre de matchs de suspension qu'il a eu durant la saison, j'imagine. J'ai pas les chiffres en tête. C'est Iron Man, gars. Mais il est tout le temps là. Il est tout le temps solide. En playoff, il a joué 13 matchs. La saison passée, il en a joué 10. Et entre-temps, il a été suspendu une fois ou deux. Et il amène quelque chose. Et c'est pas anodin qu'un joueur comme ça soit engagé par Zug pour 2 ans. Et voilà, travail fait, 33 ans. Zug se rend peut-être compte qu'à cet âge-là, il va décliner. Donc, pas de problème. On le garde pas. On trouvera d'autres joueurs pour le remplacer. On s'inquiète pas.
peut-être même un troisième défenseur étranger s'il le faut. Hein. Quand ton gardien joue comme un étranger, quand Grégory Hoffmann joue comme un étranger, quand Herzog joue comme un étranger, Simeone, un autre étranger, Marchini va revenir. Ouais. Ça va, les étrangers, ils peuvent en mettre 3 derrière s'il faut. Hein. Bon, ils vont perdre Marco Müller, finalement, qui était aussi finalement une addition. Il est venu d'Ambry un peu à la DER. Puis on pensait que finalement, ça remplaçait Hoffmann. Ah, puis finalement, Hoffmann revient. Non, mais Hoffmann a été remplacé par Herzog, Müller et Souris. Ouais. Mais en plus, il est quand même revenu. Ah, c'est bien. Ça va, le remplacement. D'ailleurs, Parce qu'on oublie Souris. Hein. Oui, et d'ailleurs, Souris, ça faisait plaisir. Dommage qu'il n'ait pas pu être sur la glace pour, on va dire, jouer. Parce qu'il était sur la glace. Il y a eu, tu as traduit, ou il y a eu un article de Blick là-dessus. Et cette image, tu parlais de l'image des Kovar, il y avait aussi l'image de Souris qui est portée par les gars. Avec le maillot, avec les patins. L'équipement, il a tout remis. Alors qu'il est blessé, puis qu'il va se faire opérer, puis qu'il a reporté l'opération. Très belle image et ça fait vraiment hyper plaisir pour lui. C'est vraiment un super type, il est vraiment gentil toujours. Il y a des joueurs pour qui on est plus content que d'autres quand ils gagnent le titre et Reto Souris, ça fait vraiment partie de cela. Exactement, parce qu'à l'interview, en plus, il a la gentillesse de parler en français plutôt bien, d'ailleurs. Ouais. Pour un type qui n'est pas resté très très longtemps en Suisse romande, je pense qu'il a une facilité à s'exprimer dans d'autres langues, c'est assez remarquable. Et aussi toujours, comme tu dis, toujours gentil, toujours abordable finalement. On n'a pas l'impression de l'embêter, c'est un peu ça. C'est que certains, ils vont peut-être s'arrêter, mais tu vois qu'ils vont faire des réponses courtes, puis pas prendre beaucoup de temps et faire un véritable effort. Alors après, c'est peut-être pour ça aussi qu'on les prend plus. Parce qu'on se dit, on va s'éviter, et à lui et à nous, 1 ou 2 minutes d'ennui total, quoi. Exactement. Le moment que vous attendez tous, le moment où Jean-Fred pourra faire le contingent de l'équipe de Suisse à Helsinki. Alors, ma première ligne, ce serait... T'es prêt ? Bon. Vas-y. Non, j'arrête, c'est bon. Colfax, j'ai arrêté. Je supporte pas ces moqueries incessantes. On passe à l'équipe de Suisse. On a fêté nos 4 ans de Colfax cette semaine. Ouais. On avait commencé à Copenhague en 2018. Donc l'équipe de Suisse, c'est un thème important pour nous et pour ce podcast, mais cette année d'autant plus parce qu'on n'embarque pas léger pour la Finlande en théorie. Hein. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. On a presque la chance d'avoir certains clubs de NHL, d'avoir des joueurs suisses dans les clubs de NHL éliminés. On en avait 7 qui étaient éliminés des playoffs. 3 qui sont en play-off, les 3 c'est Niederreiter, Josi et Fiala, et puis les 7 qui n'y sont pas, c'est Ischier, Meyer, Siegenthaler, Moser, Kukan, Kourachev, Pius-Suter. Et de ces 7 là, pour l'instant, on en a 6. Le dernier dont on attend la réponse, c'est Kourachev. Voilà. Et ça, la réponse devrait être positive. J'ai bien l'impression, il n'y a pas de raison. Alors, tu avais dit aussi, effectivement, il y avait un article de Blick à ce propos sur que Patrick Fischer est allé faire sa tournée et que tous avaient dit que s'ils étaient disponibles, ils venaient. Exact. Même Kevin Fiala. Alors, Kevin Fiala, il y a une petite subtilité, c'est comme il a signé un contrat, en fait, il a parié sur lui-même. Il a signé un contrat d'1 année avec Minnesota. Bon pari, hein. Un bon salaire, je crois un petit peu plus de 5 millions. Mais là, avec ses 85 points, je ne sais plus combien de matchs, là, en tout cas plus d'1 point par match, il va envoyer logiquement, 7-8 millions sans aucun problème. Du coup, si on fait une assurance, la Swiss Ice Hockey Federation doit faire une assurance sur le futur contrat. Et le problème, c'est que ça peut être un contrat de 5-6 ans. Et du coup, ça peut impacter. Alors, on n'est pas un pays pauvre, ça c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être sympa. S'il y a vraiment une assurance qui est faite pour Kevin Fiala à ce niveau-là. Ouais, on rappelle que Kevin Fiala était venu jouer à Bratislava et Košice, mais Bratislava en 2019, dans la même situation. Il était également agent libre, mais il était venu. Mais comme tu disais très justement, l'assurance qui a été contractée à l'époque, c'était peut-être pas dans les mêmes hauteurs, disons, parce qu'il sortait d'une saison où il avait été transféré de Nashville à Minnesota. Il fait une 70aine de matchs en NHL pour 40 points. Très bien, hein, mais là, c'est pas du 1 point par match, donc plus de 30 buts. Et là,
ça va aller chercher ça va être très très cher. Et comme tu dis, 7-8 millions sur 5 ans, ça fait un gros contrat à assurer. Et voilà, c'est un risque à prendre. Est-ce qu'il va le prendre? Peut-être. Ce serait quand même encore une arme supplémentaire dans cette équipe. Là, on parle. Parlons déjà en fait de ceux. Désolé d'avoir digressé sur quelqu'un qui n'est pas là, donc. Mais parlons déjà de ceux qui sont là, finalement. Et rien que Pius ça. Souter, c'est son agent Georges Muller qui a tweeté dans la soirée de lundi en disant en gros, selon toute vraisemblance, Pius Souter sera présent. C'est pas officiel, mais. Ah si, mais Détroit, Steve Yzerman, dans sa interview de fin, a dit on a 6 joueurs qui partent au championnat du monde. Voilà, alors j'avais pas vu ça. Donc, c'est Georges Muller qui a été le premier, mais Yzerman l'a backé, on va dire, juste derrière. Donc, on a 2 sources. En tant que journaliste, si on a 2 sources, on sort l'info. On se dit que c'est concordant. Donc, mais oui, Pius Souter, intéressant. Centre, 49% au face-off en NHL. Alors, pas au-dessus des 50, mais disons qu'on parle de la NHL. Est-ce qu'on le met en centre ou est-ce qu'on peut le décaler en ailier? Parce que, alors, ceux qui attendent le line-up avec impatience. Ça viendra, promis. Mais en même temps, c'est plutôt rien que la colonne de centre. On a Ischier en centre numéro 1, ça je crois que ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais après en centre numéro 2, finalement, on peut presque se poser la question parce que il y a Corvi, il y aurait Malgin et on a Pius Souter. Et ces 3 gars, on peut pas se dire on va les mettre 2, 3 et 4 parce que ça manque un peu de défense. Ça manque un peu de Kourachev, je trouve. Et en plus il y a Kourachev qui, il faut le reconnaître, avec Chicago, a aussi joué plutôt ailier en fin de saison. Il était à 41 ou 42% de face-off, donc c'est pas non plus sa grande force. Si tu peux le décaler en ailier, il jouait un peu sur le box-play. Donc, tu as un gars défensif, jeune, qui a quand même de l'upside, qui peut quand même faire quelque chose. Moi, j'imagine une ligne, honnêtement, avec Ambul, Kourachev, ça fait un peu les Davosiens, le vieux, le jeune. Et puis, alors, le centre, peut-être Corvi. Mais même là, c'est chaud. Hein. Est-ce que tu décales Malgin à l'aile? Est-ce que tu décales Pius Souter à l'aile? Pius Souter, ce serait dommage de le mettre à l'aile parce que maintenant, il s'est établi en tant que centre. On se rappelle qu'à Zurich, il était avec Garrett Rowe, si je me rappelle bien. C'était Rowe le centre et c'était Souter l'ailier. Une fois, il a marqué 4 goals en un match. Donc, ça, il peut être buteur. Ah, mais absolument. C'est la saison où il met 50 et quelques points avec une trentaine de buts. Je suis sur sa fiche de prospect, on va même être précis. 50 matchs, 53 points, 30 buts. Ouais, 30-23, c'est ça. Donc, il est capable de jouer ce rôle d'ailier buteur. Absolument. Mais maintenant, il s'est établi comme centre en NHL. Et là, il a 82 matchs, 36 points avec Détroit. On est presque à un demi-point par match quand même. C'est solide, c'est vraiment très solide. Et moi, je ne le mettrais pas à l'aile. Mes 3 centres, 1, 2 et 3, c'est Ischier, Souter, Malgin. Puis en 4, et c'est là où il y a une question. On se doute bien que moi j'ai envie de mettre Corvi à cet endroit-là. Mais non, parce que t'es pas fou non plus. Tu te dis, il te faut un gars défensif. Calvin Turcauf le fait très bien. Amène cette dimension physique. C'est pas le joueur qui fait le plus rêver. Et encore, moi j'aime beaucoup ce joueur, mais il fait une belle saison à Lugano. Il est très jeune. Patrick Fischer a quand même parlé de rajeunissement des cadres. On n'est pas en train de dire que Corvi doit sortir parce qu'il est trop vieux, hein, pas du tout. Surtout qu'il l'a appelé avec Ambul dans l'équipe. Hint, on pense quand même que quand il l'appelle comme ça, c'est pas pour le faire venir jouer 2 semaines, puis pas le sélectionner. C'est un peu lire entre les lignes 1, 2, 3, 4, on va dire, de Patrick Fischer. Mais Corvi, moi je le prends quand même. Je le prends en 13 ou 14 presque finalement. Mais l'abondance de biens de cette équipe de Suisse. Parlons un peu de défense maintenant. Ouais, parce qu'il y a eu 2 annonces d'arrivée de joueurs défensifs ce début de semaine. Koukan et Moser. Moser, c'est plus le petit jeune qui nous a surpris en débarquant à Bratislava et dont on a d'abord un petit peu rigolé de l'arrivée, puis finalement on a pleuré son départ parce qu'il était blessé, si on peut caricaturer, mais pas tant que ça. Sur une paire avec Raphaël Diaz, si je me rappelle bien. Exactement. Là maintenant il revient en tant que défenseur qui s'est établi en Amérique du Nord. Exact. Avec l'Arizona. Il joue box-play, il joue power-play. Il a une trentaine de points, si je suis pas tout faux, durant cette saison, ce qui est quand même... Alors plutôt avec de la HL, pas en NHL. Ouais, HL, il a 27 points en 61 matchs, toutes compétitions entre guillemets confondues, et il est sur une base de 15 points en 43 matchs. Donc si tu extrapoles sur 82, t'es pas très loin. Hein.
pas mal du tout. Hein. Bah ouais, c'est déjà un bon premier renfort. Ça a fait que Santeri Alatalo a été renvoyé à la maison. Grosse surprise pour moi, perso. Ouais. Parce que j'imaginais, en réfléchissant un peu, parce qu'il y en a déjà, il faut voir sur Twitter, des gens qui nous disent bon, alors Yossi, comme il va venir, t'es là, ouais, laissez-le jouer ses playoffs contre Colorado avec Nashville. Oui, Colorado est une machine de guerre, comme les Florida Panthers et comme même d'autres équipes comme Carolina, etc. Mais laissons quand même se disputer les matchs. Les surprises, dans ces cas-là, ça existe. Donc, c'est clair que, on va dire que les pronostics ou la faveur du pronostic penche clairement en faveur de Colorado. Mais, moi, tant qu'il n'est pas dans l'avion pour venir à Helsinki, Yossi n'est pas dans mon contingent. Par contre, le moment où il sera dans l'avion, tu pourras nous dire à quelle heure il arrive à Helsinki. Ça, on te fait confiance. C'est quoi, Vantaa à l'aéroport? C'est Vantaa, exactement. Mais non, mais en plus, ça nous rappelle un super moment. C'était que Frédéric Elblink, un auditeur qu'on salue d'ailleurs, qui était avec son fils et on avait fait ça à Copenhague. J'avais regardé Skyscanner, à peu près j'avais demandé quand même à la fédération pour être sûr que c'était bien juste. Ils arrivaient à 10h30, Fiala et Yossi justement, et il avait dit à son fils, son jeune fils à l'époque, qui a dit viens, on va, parce qu'on doit rentrer en Suisse. Et finalement, ils étaient allés assez tôt à l'aéroport. Le fils était un peu surpris d'aller 3, 4, 5 heures avant en se disant mais pourquoi est-ce qu'on va dire maintenant? Et c'était justement pour croiser les joueurs suisses qui sortaient de l'avion. Il avait pu avoir des signatures, et des souvenirs comme ça, c'est assez chouette. Alors, si on peut de nouveau faire un souvenir, si par hasard il y a quelqu'un qui va puis qui rentre, si Yossi arrive, hein, on le fera, exactement. Mais oui, derrière c'est quand même assez solide. Mais moi je me demande, parmi les finalistes, qui va venir comme renfort défensif dans cette équipe? Pour moi, il y a deux potentiels du côté de Zurich, ce serait Weber et Marty. Oui. Qui étaient d'ailleurs les deux présents aux Jeux Olympiques. Pékin. Et du côté de Zug, tu prends qui, toi? Personne. Tu prends un défenseur? Non. Dur, hein? Il y avait Schlumpf un temps qui était dans l'équipe nationale, mais non. Gross, il est trop jeune. Et puis, surtout, là, on fait abstraction de ce qu'on a. Tu n'as pas cité Gehring. Il y a certaines personnes m'ont cité Gehring, mais il n'a pas été repris depuis les Jeux Olympiques 2018. Si ça se trouve pour Fischer, il ne fait plus trop partie des cadres. Et pourtant, je l'ai trouvé excellent en finale et excellent en play-off. Mais peut-être qu'il jouait aussi un peu blessé. Si on disait qu'il est blessé, je ne serais pas surpris, on va dire. Parce qu'à un moment, il a quand même reçu un coup. Mais il a quand même continué à jouer. Mais on sait comment ça se passe en play-off. Mais après, on a donc Moser Kukan, Siegenthaler, c'est pas encore officiel, mais lui-même a dit que normalement, sa main n'était pas encore tout à fait à 100%, mais qu'il imaginait totalement être là au championnat du monde. Je vois mal un joueur lancé comme ça sans avoir une sorte de garantie de la part de Patrick Fischer. Oui, absolument. Il y avait eu un article de mon collègue Stéphane Roth qu'on avait traduit en français sur Blick il y a peut-être 3 semaines, où en gros, il y avait eu l'annonce de sa fin de saison. Mais finalement, c'est sa fin de saison NHL, parce qu'il savait que son équipe n'allait pas aller en série, donc fin de saison. Il n'allait pas revenir pour les 2 vieux derniers matchs. Il s'est fait opérer, mais vu que c'est un truc à la main, tout ce qui est conditions physiques, cardio, etc., il n'y a pas de problème pour se maintenir en forme. Puis maintenant, c'est la convalescence qui est déterminante, mais il y avait quand même pas mal d'optimisme à ce moment-là qu'il soit présent. Et avec Siegenthaler comme défenseur défensif numéro 1 dans cette équipe, tu pars aussi très très bien. Alors, tu parlais de... Ils partent pas légers. Alors là, dans tous les sens du terme. Hein, et c'est clair que des Kukan et Siegenthaler, tu me faisais la réflexion en préambule de ce podcast hors antenne, on va dire, que les patinoires finlandaises ont des tailles un peu hybrides, à moitié européenne et puis à moitié NHL. Donc, en gros, c'est 60-26 ou 60-28, 60-30, si je schématise. Puis qu'on serait sur du 60-28 en Finlande. Ce qui pourrait favoriser aussi des défenseurs de petites glaces, petites surfaces, qui s'adapteraient un peu plus facilement que sur une glace avec 2 mètres de plus. L'avantage d'un Yannick Weber, justement, comme on le disait pour Pékin, d'ailleurs, où ça jouait également sur une petite patinoire. Tout à fait. Et là, on a 3 gauchers. Hein. Moser, Kukan, Siegenthaler. On sait que Patrick Fischer, logiquement, aime bien balancer, avoir
si possible 4-4, mais c'est pas toujours possible. Donc au moins 5-3. Mais là, en défenseur droitier, tu me dis ce que t'en penses, mais Leffel, je le prends. On a Fora qui est en défenseur droitier. À la rigueur, Frick Fora, on se souvient de la paire. Hein. Egli et Glauser. Alors, il y a Yannick Weber est aussi un défenseur droitier. Moi, je prends Weber avant. Weber, il fait une belle saison. Hein. Oui. Sur le dernier match, il a pas l'air bien malin sur son coup de coude, c'est clair. Ça, on n'en a pas parlé dans la partie Zug Zurich, mais c'est vrai que... Mais c'est un défenseur qui a systématiquement plus de 20 minutes de glace par match avec Zurich. Et quand je dis systématiquement, là, je suis sur son game log, on va dire, depuis les Jeux Olympiques et le retour des JO, il y a une fois 19,54. Mais sinon, il est tout le temps à 22, 23 minutes. Il était au-dessus d'ailleurs. Et avant les Jeux, là aussi, il est tout le temps à 22, 23 minutes de glace. Et il est solide défensivement, mais il sait apporter quelque chose offensivement quand même. Mais finalement, c'est pas ce qu'on lui demande. Et au JO, il a joué ses 16-17 minutes par match également. Et j'ai pas l'impression qu'on a eu à s'en plaindre là-bas. Donc, pour moi, il vient. Bon, il met des autogols des fois, hein, mais c'était... Ça arrive. Voilà. Ça arrive au mais meilleur. je suis aussi de ton avis. Je suis d'ailleurs un peu déçu de l'absence de Rafael Diaz quand ça a été communiqué. Parce que j'aime bien le rajeunissement, je suis complètement d'accord. Mais j'aime bien aussi avoir un ou deux défenseurs d'expérience. Mais peut-être parce que justement, l'idée, c'était de prendre Yannick Weber et de se dire, avec Weber et Diaz, ça fait doublon, il faut un des deux. Puis comme Weber a 33... il est quand même le plus jeune, on va dire, des deux expérimentés. Ouais. Après, on dit ça, et peut-être qu'il ne sera pas là, évidemment. Ouais, mais je pourrais le comprendre dans cette optique-là, disons. Moi, on me dit, alors je ne sais pas si ça vaut ce que ça vaut, mais quelqu'un m'a écrit sur Twitter, j'entends que Marty viendrait. Alors, j'avoue que je peux tout à fait l'entendre, mais c'est juste que d'avoir Koukan et Siegenthaler, sans ces deux-là, je dis Marty, je comprends totalement. Maintenant, l'aspect défenseur un peu... robuste, ouais. Je vois pas trop. Je préfère à la rigueur prendre un Frick qui est un peu plus hybride, on va dire, même si de temps en temps, il fait pas mal de conneries et on se souvient de ses bêtises au JO contre la Finlande notamment. Donc, voilà. Qui pour quarterbacker le powerplay? Je pense que Moser, après, tout dépendra évidemment du Yossi, mais si Moser, on peut peut-être lui confier ça... Leffel sait bien le faire, mais Leffel plus en buteur qu'en distributeur, j'ai l'impression. Il y a Egli peut-être à qui on va donner, mais c'est chaud, hein, Egli. Tu l'envoies au charbon directement. C'est pour ça qu'un Latalo j'allais y venir. Me semblait plus logique. Et en plus, un Latalo, il est né où? À Tampere. Et quand tu as un championnat du monde en Finlande, j'imagine ce que ça aurait pu être pour lui de vivre ça. Est-ce qu'il y a un truc sous-jacent là derrière? Enfin, vraiment, je suis très surpris par cette absence, mais on prend acte. Et puis, ma foi, Fischer a fait ses choix et il n'y a aucun souci, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile de se dire qui va être qui vont être les défenseurs à la ligne bleue, sachant que les 4 meilleurs défenseurs de la saison en termes de points, hein, c'est Alatalo, Untersander, Gennady, Profico. Il n'y a aucun des 4 qui est présent. Après, Frick, Egli, Huguenin, Radgeb ne sont pas là. Donc en fait, dans les défenseurs productifs cette saison, alors je ne dis pas qu'il fallait prendre Huguenin et Profico, je ne suis pas en train de dire ça, mais dans les défenseurs qui ont eu un rôle offensif à jouer, il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, ceux qui jouent au Hockey Manager le savent très bien. Hein. Oui. C'était pas évident de trouver des défenseurs qui font des points. Suisse, oui. Exactement. Alors, à l'étranger, il y avait de quoi faire. Et c'est pour ça qu'un Leffel, au bout d'un moment, fait sens. Le truc, c'est que j'imagine, hein, mais vu la qualité offensive, puisqu'on n'a pas encore parlé de ceux qui pouvaient éventuellement faire des ailiers, puis on n'arrive pas, on doit laisser les gars sur le carreau. Alors du coup, tu mets un défenseur et puis tu mets 4 attaquants. Oui, bien sûr. Et du coup, voilà, c'est clair qu'avec Meyer, Ischier, on sait déjà qu'il y a des places qui sont assurées et que ce sera moins dommageable. Ah, mais dans mon esprit, c'était clair que c'était 1-4. Exactement. De toute façon, avec Moser sur un des deux, mais le second powerplay, tu dois quand même l'avoir. Ton défenseur capable de justement bien bouger le puck de droite et de gauche pour mettre les attaquants, voilà, les alimenter. Pour alimenter, je cherchais le mot, un Timo Meyer. Il faut quand même que la passe arrive dans le bon timing pour que ce soit efficace. Et qui va être le défenseur capable de faire ça sur le deuxième powerplay?
j'aurais presque tendance à dire Moser, et puis derrière, je le donnerais à Löffel quand même, parce Voilà. qu'il a plus d'expérience qu'un Egli. Et que Löffel a des championnats du monde, Löffel a des Jeux Olympiques, et qu'on sait quand même que, même si tu veux rajeunir, au bout d'un moment, faut pas non plus être débile. Patrick Fischer aura une immense pression. Il en a, je pense, toujours une. Mais là, Ouais, il y en a 2 là, disons. ouais, vu comme c'est parti, vu le contingent, on va moins pardonner, je pense, parce qu'on va dire non, mais là gars, t'as un peu tout le monde, hein, donc tu peux pas. Bien sûr que ça se joue sur des matchs à élimination directe. On espère quand même que la Suisse sera en quart de finale, on va dire. Suivant comment tu te débrouilles, vu qu'il n'y a pas la Russie, peut-être que si tu es premier de ton groupe, ça peut devenir intéressant de jouer contre un quatrième qui est un peu moins fort, et à ce moment-là, tu as plus de chances. Enfin, vraiment, on se réjouit. De toute façon, on se réjouit de base hein, d'aller quelque part, et qui plus est au championnat du monde, peu importe le contingent de la Suisse. Mais là, vraiment, vu les circonstances, on se réjouit d'autant plus. Ouais, puis pour excuse-moi, je t'ai coupé, j'ai Ouais. vu, pour le débat, disons, Löffel versus Egli, il y a quand même, pour moi, Löffel, c'est quand même un gars qui était présent à 4 championnats du monde, il a des Jeux Olympiques, comme tu disais, et aussi, il est 5 cm plus grand, il est plus robuste, et au niveau international, moi, j'ai quand même l'impression que ça doit aussi un petit peu faire pencher la balance en sa faveur. Absolument. Et puis, il y avait un peu les attaquants. Je suis presque à me demander qui on met, en fait, qui on laisse. Parce qu'à un moment, je trouve qu'il y a abondance de biens en talent offensif. Puis qu'à un moment, si tu veux construire un vrai groupe, on a vu avec Zug, on a vu avec Zurich, mais peut-être plus avec Zug. Des fois, on parle des joueurs de rôle, on dit les gars qui acceptent. On sait qu'un Chervet, on sait qu'un Rod, par exemple, et pourtant Rod, il était blessé, donc ça a été plus compliqué pour sa saison, hein, mais peut-être qu'il est aussi un petit peu plus frais. Et moi, je prends un Rod, par exemple, parce que je me dis, il peut t'amener quelque chose, capitaine de Genève Servette, donc un gars de vestiaire, et il acceptera sans aucun problème d'être quatrième bloc. Il va rien revendiquer. Et par contre, s'il faut aller se jeter sur un puck, il le fera. Et il l'a déjà fait. Et il fait partie des cadres de l'équipe de Suisse. Donc, moi, Rod Chervet, j'ai un peu envie de les prendre les deux. Tu sais, avec Turkov, j'imagine une ligne qui pourrait être un peu chiante à jouer, quoi. Alors, ouais, Chervet, Turkauf, Rod en ligne 4, tu tiens quelque chose d'assez intéressant, je suis d'accord avec toi. Et par contre, après, voilà, c'est toujours la même chose entre Corvi, Malguin, Kourachev, Ambul, on parlait de ça. J'ai presque envie de dire, Simeon, et là aussi, il y avait un débat, c'est beaucoup dire, mais certains disaient, Simeon, je le prends pas, il était pas bon au dernier championnat du monde, puis aux Jeux Olympiques, alors il a été touché par le Covid, Ouais, il je n'en a voulais joué qu'un. Mais moi, un gars qui met 6 goals en finale, il est on fire en plus, enfin, il n'y a pas besoin de ça, c'est déjà un fantastique attaquant. Moi, je lui redonne sa chance, c'est clair. Oui, c'est dur de s'en passer quand même. Hein. Herzog, on en a parlé quand il était monté en première ligne, et même avant, quand il était en deuxième ou troisième ligne à Zug, il était très bon pendant ses playoffs. Il amène une de ses dimensions aussi un peu physique, en espérant qu'il pète plein plomb. Il me fait plaisir et je me vois pas le prendre. Ouais. Après, j'ai presque envie de te dire, j'hésite entre, et c'est fou de se dire ça, mais entre Hoffman et Andrighetto, est-ce que j'en laisse pas un à la maison? Ouais, mon Dieu, malheureux. Après, il y a des gens qui vont nous mettre, oui, mais Kylian Motet. Mais alors, du coup, si tu t'en viens à laisser, ou à imaginer laisser un Hoffman ou un Andrighetto, dans mon cas, forcément que je ne mets pas Kylian Motet. Et c'est pas une question de qualité, bien évidemment, mais à un moment, c'est des joueurs qui ont l'expérience, un petit peu de NHL, un peu plus pour Andrighetto, des championnats du monde où il a été chaque fois, il était souvent dominant, en fait. Non, je me passe difficilement de ces deux-là, mais à un moment, tu pars quoi? 3 gardiens, on sait, il y a 25 places. Hein, donc, tu fais quoi? 8-14 ou 7-15? Moi, je fais 7-15 si j'ai Yossi, mais vu que je suis pas sûr, je fais 8-14. Bon, on a fait la liste, on arrive quasiment à 15 joueurs en attaque, donc on fait comment? Ouais, Hoffman, Andrighetto, c'est compliqué de laisser à la maison. Du coup, si on prend Turkauf... non, mais je veux dire, si on prend Ischier, Moser, Souter, on a dit que c'était bon. Hein. Ambul, Corvi, on a dit que c'était bon. En tout cas, pour nous. Hein. Si on prend Kourachev, on arrive à 6. Simeon, Malguin, Andrighetto, Hoffman, on est à 10. On a dit Turkauf, Cherverod, on est à 13.
Herzog, on est à 14. On n'a plus de place. Voilà. On doit peut-être laisser un petit quelque chose si Pour Fiala Fiala ou arrive. Niederreiter. Non, mais sérieux. Je pense que c'est l'effectif le plus compliqué qu'il a à faire. Patrick Fischer cette année. Ouais, absolument, sans aucun doute. J'imagine que ce sera peut-être la seule fois où il aura un truc aussi difficile. Il y a vraiment un truc à faire cette année. Puis juste pour mettre en perspective, dans les Viennent ensuite, depuis T14, il y a Senteler qui était présent aux Jeux Olympiques. Il y a Motet qui est un des meilleurs buteurs suisses du championnat, avec 19 buts. Senteler, il n'a pas été remplacé par Turkov justement. Oui, il a été remplacé, mais il était sélectionné. Oui, il était dans la sélection. Tu as Christophe Berchi, qui est censé, qui est un des historiques, on va dire. Et puis Denis Sollenstein. Que j'ai trouvé moins bon. On en a parlé dans la partie sur la finale. Et voilà, il a quand même, il est de 89. C'est pas un rajeunissement des cadres, on va dire. Mais tu t'imagines, tu peux vraiment composer une équipe si tu veux être un petit peu plus défensif, un peu plus offensif. C'est fou. Ouais, non, là, on se réjouit du coup. On sera encore présent d'ailleurs la semaine prochaine avant de partir en Finlande pour un dernier épisode. Je présume, on verra si on arrive à le faire. Si c'est pas le cas, on le fera assez rapidement en arrivant en Finlande pour lancer tout ça. On termine cet épisode avec l'actu. Et il y a 2 clubs romans qui, en ce moment, font des annonces. Je ne sais pas s'ils se bagarrent pour savoir qui c'est qui va annoncer le plus de joueurs entre Ajoie et Lausanne. On commence avec Ajoie. On a loué le travail récent de Julien Vauclair. Et on a appris que Tchatcho avait signé, on a appris que Kevin Fay avait signé, on a appris que Kevin Boson, Lilian Garessu et Yann Derungs. Moi, sur ces 5 signatures, je les aime les 5. Parce que je trouve que c'est le boulot d'un directeur sportif. Alors, c'est clairement 5 joueurs qu'on aurait pu identifier, toi et moi, je pense. On se dit, tiens, entre un bon joueur de Ligue B qui peut nous donner quelque chose, comme Derungs, un buteur, 37 goals en 50 matchs de saison régulière, c'est 13 points en 11 matchs de play-off, dont 6 goals. Ça veut dire qu'il plante 43 goals. Admettons que sa production soit divisée par 4 en National League. Ça peut être 10 à 11 buts. Un buteur de 10-11 goals, Ajoie, il crache pas dessus. Non, absolument. Clairement. Donc, je trouve que c'est hyper bien vu. Garessu, qui est un gars de la région. Joueur de centre, projet à développer, c'est exactement ce qu'on attend du HC Ajoie. Bien a tellement de talent aussi au niveau des jeunes que, ma foi, il y a un moment, ils doivent aussi faire des choix. Ils préfèrent peut-être partir avec un Froidevaux en 4e ligne que de donner un temps de glace à Garessu où ils se disent que c'est peut-être dommage et qui mériterait d'aller ailleurs. Donc je trouve très très bien. Il y avait déjà Gillian Colère, on militait un petit peu entre guillemets. Il y avait eu Thomas Thierry aussi comme signature. Kevin Boson, c'est 34 points en 48 matchs avec Winterthur. Il a déjà joué une saison en Ajoie en 16-17. International français en ce moment. Et il est en train de monter finalement avec... alors, c'est son père qui coach l'équipe nationale, mais il n'y a pas de passe-droit. Je pense je pense pas non plus. C'est vraiment intéressant. J'aime bien. Ça peut être aussi un joueur qui arrive sur le tard finalement en National League, à qui on offre cette chance-là. J'aime bien. Kevin Fay, ça nous a un peu plus surpris. On a été un peu pris de court là de voir que... Parce qu'évidemment, il avait son contrat encore valable, assez longue durée à Bienne. Ça s'est finalement passé de manière... Est-ce que j'ose le terme sain ? Oui, de manière vraiment. assez saine finalement. Parce que j'ai aussi lu que, notamment sur que des Lausannois étaient un peu... disaient que, ouais, alors là, il y a une rupture de contrat. Alors quand c'est une rupture de contrat à Lausanne, on en fait des caisses. Et puis là, ça passe crème. Mais moi, j'ai l'impression que ça passe finalement facilement parce qu'il n'y a pas eu de rancœur. Les 2 clubs l'annoncent. Hop, il part. Hop, il signe. Il habite à Châtillon, à côté de... Tu veux pas donner l'adresse aussi pour qu'on aille lui livrer un truc ou bien mais il habite tout près de Delémont. C'était clair qu'il avait envie de... Il avait sa vie là-bas aussi. Absolument. C'était pas trop compliqué depuis Bienne. Mais ça fait complètement sens en plus. C'est pas du tout... ça nous surprend pas en fait, cette signature-là.
Alors oui, il y avait eu l'histoire du capitaine à donner à Gaëtan, c'est tout. Mais je crois qu'en plus, ils sont hyper potes les deux. Donc voilà. Et puis Tchatcho avec Tim Wolf. Super signature pour avoir un beau duo de gardiens. À fond, ouais. C'est un duo de gardiens de National League finalement. Peut-être pas de top niveau, mais Tchatcho à un moment quand il était à Langnau, il était vraiment solide. Alors, On rappelle qu'il avait été dans les nominés au prix du meilleur gardien de la saison quand il était à Langnau. Il n'avait pas obtenu évidemment, mais il était présent à la cérémonie à Berne. Chaque année dans l'été, il y a une cérémonie au Coursal de Berne et il était présent dans l'assemblée parce qu'il était nominé. C'est pour ça que je me rappelle de ça. Ouais, mais jolie signature. Alors, oui, Faye, Thierry, ça, pour l'instant, ça peut tenir la route en National League. Après, il y a le reste. Il y a le Duc. Il faudra sans doute un autre import en défense, je suppose. Parce que devant, tu as déjà les contrats d'Asselin, de Devos et de Hazen. Donc, ils en ont 4. Ils peuvent en choisir 6. J'imagine un défenseur, un attaquant, ça serait pas mal. Moi, je prendrais 2 défenseurs étrangers si j'étais Julien Vauclair. Ouais, mais je crois qu'ils veulent un deuxième centre, en fait. Ce que je comprends complètement. Hein. T'as un problème, et ça, c'est un des problèmes que Julien Vauclair ne sait pas créer, finalement. Quand tu reprends une équipe en cours, tu reprends les contrats en cours également. Et peut-être qu'il y a un des Devos, Asselin, Eisen, tu te dis, ça serait peut-être bien, on a peut-être un de trop. Enfin, est-ce que tous ces joueurs-là sont vraiment... Cloton, vous êtes encore intéressé par Hazen et Devos, si jamais, là, on veut bien vous les céder. Non, mais c'est dingue de voir quand même que ces contrats-là, finalement, te bloquent un peu. Et que tu dois faire avec, même si c'est des excellents joueurs, hein, on est bien d'accord. Mais on a peut-être vu certaines limites, parce que si le temps de jeu diminue, est-ce qu'ils auront autant d'impact? Il y a aussi la question de l'entraîneur, qui finalement, je crois que Julien Vauclair a dit qu'il avait encore quelque chose comme 4 candidats. Ouais. Un Suisse, un Canadien, un gars qui n'est pas francophone, et puis Yorick Trey, c'était quelque chose comme ça. Et ce sera lui. On le sait, non? Que ce sera Yorick Trey? Non, on le sait pas, c'est pas vrai. Mais par contre, c'était le candidat, il nous l'avait dit à l'époque. Mais ce serait beau, hein, parce que alors ça rejoindrait ce que tu avais écrit à l'époque pour les 10 derniers matchs de la saison, on va dire. Exactement, puis ils n'avaient pas réussi à le... Avec la fédération. Hein. Avec la fédération, ça c'était pas, il n'avait pas été libéré, puis là il est en fin de contrat avec la fédération visiblement. Donc pour moi ça fait beaucoup trop de sens pour ne pas arriver, mais effectivement on le sait pas, non. Mais si ça se passe comme ça, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on voit des entraîneurs qu'on n'a jamais vus, qu'on aille chercher un petit peu du sang neuf, et qu'on n'ait pas tout le temps les mêmes noms qui reviennent. On a l'impression que dans certains cas, voilà. Est-ce que maintenant que Paterlini a signé à Langnau, on va de nouveau... Paterlini, s'il fait 2 saisons à Langnau, puis après il arrête, ou il se fait virer, on va chaque fois citer, quand il y aura un club alémanique peut-être, tiens, Volvenbar, ou Paterlini, il fera partie de la liste des papables qu'on met à jour finalement, et puis il y a toujours certains noms qui reviennent. Bon, on a vu d'ailleurs le cas en Swiss League avec presque l'échange entre Saro et Gélinas. Un est parti de Sierre pour la Viège, l'autre était à Viège, a été limogé ou n'a pas été conservé. Il était allé à Langnau faire le pompier de service, puis finalement il revient à Sierre. C'est assez... Moi, ça m'embête un peu qu'on tourne toujours avec les mêmes, finalement. Oui. Mais d'ailleurs, petite chose drôle, Chaud de Fond cherche un coach. Il y a déjà le président, M. Calam, qui a dit « Oui, alors on cherche un coach pour remplacer Paterlini. Mais ce ne sera pas Gary Sheehan ni Serge Pelletier. » Tu sens que... Non, ne me mettez pas ces 2 noms en rumeur, s'il vous plaît. Et c'est marrant. Mais en plus, ces 2 coachs qui ont... Gary, avant d'arriver à Ajoie, il avait passé pas mal de temps à la Chaux de Fonds, en laissant de très bons souvenirs en plus. Et puis Serge Pelletier avait été aussi... il a fait quoi, 1 année et demie, 2 ans à la Chaux de Fonds. Je pense pas qu'il ait laissé de mauvais souvenirs non plus. Donc, ça peut se comprendre finalement.
Mais c'est vrai qu'on a tendance maintenant, avec certains clubs, notamment en Swiss League, et Ajoie en National League, et, on a besoin d'un coach francophone pour chez nous. Alors tu te limites clairement les possibilités. Hein. Est-ce qu'un Eric Landry, moi j'avais beaucoup aimé quand tu avais lancé ce nom-là pour éventuellement Ajoie, je trouvais que c'était assez chouette d'avoir cette possibilité d'un gars à qui qu'on a laissé se développer finalement au Ticino Rockets, puis après il a droit à un peu plus d'ambition, et donc un club un peu plus ambitieux, qui peut te donner d'autres moyens et d'autres joueurs, et puis tu peux tenter de faire quelque chose de pas mal. Et j'aimerais bien voir Eric Landry. Ouais, je crois qu'il a encore une année de contrat au Ticino Rockets, et pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion à ce moment-là. Et vu comment ils sont engagés dans le processus de recrutement du nouveau coach, j'ai pas l'impression que ça peut être lui. Après, peut-être qu'on m'a pas tout dit, mais je pense pas que ça va être Eric Landry. On termine avec Lausanne, parce que Lausanne annonce, mais alors des contrats à l'appel. Tu t'es fondu d'un tweet récapitulatif du contingent lausannois qui va faire évidemment peut-être grincer des dents certains, mais c'est un fait. C'est les joueurs qui sont sous contrat actuellement. Et on arrivait à combien ? 21 attaquants, 12 défenseurs, donc ça fait 33 joueurs, et puis 3 gardiens. On est à 36. On rappelle quand même que rien que pour le championnat du monde, c'est 25. Donc, et puis que le troisième gardien, il ouvre la porte. Alors, il se trouve que le troisième gardien, c'est Östlund, et qu'il est prêté à la chaux de fond. Donc, ça enlève déjà un nom. On va pas être médisant. Mais quand même, là, on annonce Dario Sidler, 18 ans, défenseur, capitaine de la Suisse M20. Je trouve que c'est une super signature. Mais Après, je regarde le contingent, puis je me dis, mais tu le fais jouer où ? Forcément. Ou alors j'ai le contingent dans ma tête, puis je me dis, Frick, Eldner, Gernat, Genadzi, Marty, Jelovac, j'arrive déjà à 6. T'as oublié Glauser. Et puis j'ai oublié Glauser, j'arrive déjà à 7. Puis t'as oublié que Barberio est toujours sous contrat. Alors, j'ai volontairement omis cette possibilité, mais tu as raison. Et ça peut être un deuxième défenseur étranger. Parce qu'au bout d'un moment, vu qu'il y a déjà 21 attaquants, peut-être qu'ils vont plutôt partir avec 2 défenseurs et 4 attaquants. Et non 1 défenseur et 5 attaquants pour engager un 22e attaquant. Alors oui, évidemment, parmi les 21 attaquants, il y a Paulin Meno, Pernou, Krakauskas dont l'option est activée. Ok, on les enlève. 18. Arnold, 17. Allez, 17. Allemande, Baumgartner, Boson. Maillard, il fait partie des gars qui sont un peu sur le ballon finalement aussi. Oui, mais qui a un contrat valable en Tout National à fait. League et qui est un joueur de National League. Oui. Je veux dire, c'est pas un de ces joueurs qui est entre deux. Alors oui, mais il va être placé à Sierre. Ouais. Enfin, faut aussi qu'il accepte, qu'il accepte ça. Et si je suis pas, enfin, c'est pas une décharge, Sierre, ou tous ceux que tu veux pas, tu les fous là-bas. Et là, actuellement, tes centres, c'est l'étranger parce qu'il cherche un centre étranger. T'as Fuchs, Jäger, parce que Jäger, maintenant, il s'est établi comme joueur de centre. Il fait une super fin de saison. Super fin de saison, ouais. Il était même avec l'équipe nationale d'ailleurs. Alors bon, il a été bon d'ailleurs. Mais il était pas mal. Il était coupé dernièrement, mais là aussi c'est complètement logique. On a fait le roster avant. Bien sûr. Voilà. Mais il y a Stéphane, il y a Théo Rochette qui est censé revenir. Et là, il est annoncé 2 ans. On va pas dire oui, mais peut-être qu'il vient pas. Puis après, tu dis pour un autre, ouais, mais peut-être qu'ils vont y avoir 8 blessés devant. Ils seront bien contents d'avoir 21 attaquants. Oui, alors peut-être, évidemment. Puis... Mais les autres clubs font donc pas. Non. Puis après, tu as encore Emerton qui est sous contrat comme nouveau centre. Puis tu as Baumgartner qui est centre. Donc là, Baumgartner, c'est le centre de la 6e ligne actuellement, avec Cody Almond. Oui, mais il est souvent blessé. Ouais, mais alors faut pas le signer dans ce cas-là s'il est souvent blessé. Puis si tu dois engager d'autres joueurs pour remplacer un joueur qui est souvent blessé, alors signe-le pas, t'as pas besoin de le signer. Moi, c'est ça qui me surprend, vraiment. C'est exactement ça. C'est la surprise qu'on a. Et en plus, il y a les contrats. Enfin, on a appris que Pounenovs, on le savait, mais ce qu'on savait pas, c'était 50 contrats. 50, tu me dis Giannoni 50 contrats, Berra 50 contrats, à la rigueur peut-être, Nifeler 50 contrats, mais Pounenovs quoi, c'est pas la qualité du joueur, mais qu'est-ce qu'il a prouvé. Il jouait dans un club qui prend beaucoup de goals, comme Langnau. Il est aux alentours des 90%, peut-être 91% dans une bonne année. C'est pas non plus comme si on avait décelé un immense potentiel, mais c'est un bon gardien. Il a joué avec la Lettonie et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand même, 5 ans, j'avoue que là, Alors c'est là où moi j'accepte volontiers de me mettre de côté, puis de me dire, ok, Cristobal Huet, l'entraîneur des gardiens,
est capable de voir des choses que je ne vois pas. Dans le sens, clairement. Je vois bien que Poulianov, c'est un gardien tout à fait correct à Langnau et vu le travail qu'il a à faire, c'est difficile de rendre des statistiques à la Giannoni quand tu joues à Langnau. C'est une évidence. Et du coup, c'est là où l'œil d'un entraîneur de gardien est peut-être beaucoup plus aiguisé que le mien. Et de le signer 5 ans, c'est un excellent pari. Peut-être. Je peux tout à fait l'entendre et aller dans ce sens-là. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être un tout petit peu étonné quand je lis qu'il a été signé pour 5 ans. Et surtout, avec alors, ça a sans doute été signé bien avant l'explosion de la KHL, le fait que des joueurs se retrouvent sur le marché, etc. Mais on a vu avec Jakub Kovar, on a vu avec Jaine Juvonen, qui finalement a obtenu aussi un contrat à Ambry, des gardiens étrangers qui arrivent et qui sont dominants. Chikin, il y en a eu. Alors, pour le coup, tu te dis, si au mois de février, tout d'un coup, tu dis, j'active ma Xème licence pour aller chercher un gars. Ouais, mais attends, alors, l'autre, tu l'as signé 5 ans. Pourquoi ? Pour être le backup pendant 5 ans, ça n'a aucun sens. Tobias Stefan n'est pas éternel, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand même, c'est très très bizarre. Ouais, et c'est là, justement, avec la défense dont on a parlé avant, ça ferait totalement sens d'avoir un excellent gardien étranger. Oui. Tu mets ton gardien étranger, tu prends qu'un défenseur étranger au lieu de 2, parce que justement, tu as des internationaux, Frick, Glauser, qui sont de très bons défenseurs dans cette ligue. Genadzi est toujours bon, Eldner est là, Marty, Barberio, Jelovac, pardon. Et là, tu as encore une place pour un Sidler en 7 ou 8e défenseur. Ou alors, il le prête en Swiss League. Ça, je peux l'entendre, il a que 18 ans, Sidler. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il se développe. Et je pense que c'est le moment pour lui de jouer en National League. Exactement. Mais en tout cas, d'avoir un gardien étranger, j'entendrais. Parce que finalement, ça permettrait de rééquilibrer un petit peu ça. Mais si tu signes ton Poulianov pour 5, je comprends vraiment pas. On a Kovac, le Suédois. Bonne signature. Là aussi, la surprise, c'est pas que Kovac, c'est 3 ans. Enfin, c'est quand même toujours une surprise. Une année avec option ou 2 ans à la rigueur, aucun problème. 3 ans, ça me surprend un peu plus. La longue durée pour les joueurs suisses, je l'entends. Parce que ils sont rares. Et puis que si tu peux t'assurer Hoffman, Simeone, Malguin Andrighetto, long terme, Chervet, Berchi, pas de problème. Là, le marché est plus ouvert aussi, quoi. Je suis d'accord en un sens avec toi, puis dans un autre, je me dis, tu signes... Alors, il y a 2 aspects. Il a 25 ans. C'est quand même encore assez jeune, c'est clair. C'est un contrat de 3 ans à un joueur de 25 ans. Moi, ça me choque pas plus que ça. Dans le sens où, si tu fais confiance à ton scouting et à ce que tu as vu chez ce joueur, est-ce que mettre une année de plus peut-être que la concurrence, parce que je sais que Sørensen signe à Fribourg pour 3 ans, d'autres avaient offert 2. Ouais. Tu dis, bon, mais une année de plus, lui, ça lui donne une sécurité financière que d'autres n'osent pas lui donner, peut-être, n'ont pas envie de lui donner. Moi, les 3 ans ne me choquent pas. Il n'y a rien qui me choque dans cette signature, dans le sens où je pense que c'est effectivement un super renfort. Il fait de bons playoffs. Du côté il était à Örebro, il fait de bons playoffs là-bas. Après, il vient quand même avec un bagage. De ce que j'entends, va falloir le gérer. Ouais, il n'est pas simple. Mais on disait quoi de Domenico ? On disait, alors c'est un bon joueur, mais il faudra le gérer, le bonhomme. Il a été géré, il a été canalisé du côté de Fribourg. Il n'y a pas de raison que du côté de Lausanne, on ne parte pas du principe qu'il va potentiellement être bien canalisé. Si cet aspect-là est géré, moi je pense que c'est une très bonne signature. Mais il y a juste ce détail-là. Comment il va être intégré, comment il va être géré ? Est-ce que humainement, il va s'intégrer dans cette équipe, ou il y aura énormément de joueurs pour pas énormément de responsabilités ? Dans le sens, il n'y a qu'un puck. Il n'y a qu'un puck, il n'y a que 2 power play. Il n'y a que quelques places. Il n'y a que 7 ou 8 places d'attaquants sur les power play. Alors, il devrait en avoir une. Il n'y a pas de raison, surtout que c'est un buteur. Ailier buteur, ouais. Il est vraiment capable de jouer ce rôle-là. Si tout se passe bien, moi, je pense que ça va être une belle signature. Et puis, Sidler, on en a parlé, 3 ans, à 18 ans. Le truc, il fait 1m71. C'est un défenseur droitier. Moi, je suis Julien Vauclair, à la rigueur, ou alors à Cloton. Je dis, mais vous pouvez pas nous en prêter 1 ou 2, quoi. Et puis, voilà, en fait, il signe à Lausanne pour être sûr que Lausanne l'a. Et puis, Cloton est tout content d'avoir un défenseur peut-être capable, finalement,
meilleurs que les jeunes qu'ils ont à l'heure actuelle, et puis un peu rajeunir les cadres, parce que je crois qu'à Cloton, on a certains cadres qui sont un peu plus âgés, donc ce serait, si tu as Tomlinson qui est toujours coach, ça on ne sait pas encore, non, ça un peu, ça dépendait de son état de santé. Ça pourrait être pas mal. On a vu ce qu'il a fait avec Dominique Egli, on a vu ce qu'il a fait même avec d'autres, mais avec Profico. Si tu lui donnes du bon matos, je pense qu'il peut tout à fait sortir quelque chose d'intéressant, ces joueurs-là. Tu as mentionné Théo Rochette. Moi, il y avait encore juste un truc, c'était Damien Ria. Alors, ça, c'est plutôt une question, on va dire, de communication et de journaliste. On nous annonce la signature ou la prolongation de Damien Ria. Très bien, pas de durée de contrat. Alors ça, j'avoue que j'ai pas compris. Parce que si c'est un problème avec les Washington Capitals, alors bon, on peut peut-être pas attendre pour avoir la durée. Elle est connue. J'avoue. Donc on dit que ça doit être normalement. Jérôme Renard avait mis 3 ans normalement. Ouais, c'est ce que j'avais entendu aussi. Par où commencer c'est quand même systématiquement à Lausanne que c'est nébuleux. Au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre club qui nous a fait un coup comme ça jusqu'à présent. C'est le seul club qui a géré avec un joueur qui était sous contrat ou qui avait des droits en Amérique du Nord. Non, il y a eu d'autres cas par le passé. Je ne comprends pas pourquoi c'est systématiquement compliqué à Lausanne. C'est juste un fait, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Et il y a toujours quelque chose. Ils annoncent une jolie signature, Damien Ria, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Puis derrière, tu dis, oh mais attends, vous ont oublié la durée, moi j'appelle le service de com. Ah ouais, non, évidemment, on pensait bien que vous alliez appeler. Mais non, ben voilà, ouais, enfin, je sais pas trop. Après, est-ce qu'il faut appeler Peter Sobola pour avoir la réponse? Ça sera pas être à moi c'est pas moi qui vais pouvoir le faire, vu qu'il me parle toujours pas. Ouais, c'est systématiquement compliqué. Et j'arrive pas à comprendre comment, d'une bonne nouvelle, ils arrivent à en faire quelque chose de potentiellement négatif. C'est assez surprenant. Ouais, parce que c'est très juste que tu parles de nébuleux. Tu dis, mais forcément, vu que tout le monde annonce la durée du contrat, quand on apprend la signature, on se dit, tiens, il a signé combien de temps? C'est la première, c'est cool. Comme tu dis, bonne nouvelle. Le fan lausannois se dit, bonne nouvelle, on a Damien Ria. Vous inquiétez pas. On s'inquiète pas, mais on peut savoir la durée. Non, vous inquiétez pas. Ouais, mais en fait, on s'inquiète toujours pas, mais on voulait juste savoir. Mais c'est long terme. D'accord, mais vous pouvez juste nous dire quand même, ou bien, qu'est-ce qui fait que là, on peut pas savoir? C'est aussi un peu le truc, tu dis des fois, quand, avec certains clubs, c'est des fois plus compliqué que d'autres, ou pourquoi des fois, il y a un sentiment de la part, peut-être de la presse. Les fans lausannois ont le sentiment qu'ils sont un peu plus maltraités par une frange de la presse ou un truc comme ça. Ça peut être un début d'explication de dire, mais ouais, pourquoi là, c'est juste pas simple? Surtout qu'à une époque, c'était jamais simple avec Ian Alston, qui était un GM qui était assez aussi, pas nébuleux, mais qui parlait pas vraiment beaucoup et qui avait pas forcément une bonne image. Mais il y a un combat du LHC que moi j'ai toujours soutenu, oui. C'est l'annonce des transferts en fin de saison. Tout à fait. C'était un peu un combat perdu d'avance parce que tu savais que ça servait à rien, parce que nous, les journalistes, on allait forcément apprendre à un moment ou un autre que Marco Pedretti a signé à Lausanne et que, ma foi, il l'annonce le lendemain de la fin de la saison de Marco Pedretti. Mais ça, c'est quelque chose qui est louable et tout n'est pas négatif. Mais c'est vrai que depuis le départ de la Sun, tu te dis, ok, là, il y aura un moyen peut-être de révolutionner la communication du côté du LHC, d'en faire quelque chose d'un peu plus simple. Et non, en fait. Ouais, c'est juste, je pense que le terme, c'est ça, c'est simple. Mais non, ça reste compliqué. On arrive au terme de cet épisode 28. Finalement, c'est comme les contrats au LHC. On ne sait jamais vraiment la durée de nos épisodes. Là, ça fait plus d'1h20. On verra la semaine prochaine combien on va faire. Merci de nous écouter toujours avec assiduité. D'ailleurs, pour répondre à une question, est-ce qu'on perd des auditeurs à mesure que les épisodes avancent? On remarque quand même un petit peu. Oui. C'est clair, parce que les gens écoutent beaucoup leur club, et moi je comprends. Moi, les podcasts que j'écoute sur le club que je suis en NBA, quand le club est éliminé, j'écoute un petit peu moins, il faut le dire, et je pense que c'est logique et tout le monde est un petit peu comme ça. Donc oui, on sent,
Et on se réjouit du prochain pic avec le championnat du monde qui aura lieu en Finlande. On sera présent, donc on va vous faire des épisodes. D'ici là, on est à disposition pour répondre à vos questions sur les réseaux sociaux, pour répondre à d'autres questions plus générales. Bref, on est là sur Facebook, Twitter, Instagram. Et vous pouvez nous écouter sur Spotify, YouTube, SoundCloud, etc. Toujours Spotify, la petite clochette qui peut être activée pour savoir quand l'épisode sort. 921, si je dis pas de bêtises. On avance, si on peut arriver à 1000 avant le prochain titre mondial de l'équipe de Suisse, on serait très content. Et prenez bien soin de vous, profitez de cette petite semaine de répit avant le championnat du monde et à bientôt. Bonne petite pause.